Alors c'est davantage, si vous voulez, qu'un livre qui rassemblerait des écrivains qui ont écrit sous l'emprise ou à propos des stupéfiants. Parce qu'en fait, l'expérience des stupéfiants en littérature est quelque chose d'assez récent. Enfin, même si elle avait eu lieu, en tout cas, sa preuve, son témoignage écrit date de la fin du XVIIIe siècle. En fait, mon anthologie prend évidemment en compte cette histoire depuis la fin du XVIIIe siècle, mais si vous voulez, elle remonte aussi dans le temps, dans la mesure où d'autres textes qui n'avaient pas forcément le statut de texte littéraire ont évoqué des stupéfiants. Par exemple, je vous donne un exemple, Homère. Dans l'Odyssée d'Homère, il est question d'une substance qui s'appelle le népenthes. On ne sait pas exactement ce que c'est, si c'était du hashish, de l'opium, une boisson enivrante, etc. En tout cas, cette substance est une substance psychotrope qui provoque un effet sur les gens qui l'absorbent. Dans la littérature védique de l'Inde, qui remonte à des milliers de siècles avant Jésus-Christ, il est question d'une substance qui s'appelle le soma, dont on ne sait pas, elle non plus, s'il s'agit d'opium, d'un champignon. Certains ont dit qu'il s'agissait d'un champignon par la suite, mais voilà, il y a des substances mythiques qui existent depuis la nuit des temps, et on sait très bien aussi que en Amérique du Sud, les paysans mâchaient de la coca, que, si vous voulez, en Afrique, on mâche certaines herbes qui ont des vertus stimulantes, etc. Alors, dans cette anthologie, il n'y a pas seulement des textes d'écrivains, évidemment c'est la majeure partie écrasante, mais il y a aussi des textes d'anthropologues sur toutes ces substances qui, en fait, sont absorbées par l'humanité depuis la nuit des temps, dans toutes les civilisations, à travers tous les continents. Donc il y a comme ça cet aspect qui correspond bien à un bouquin de somme. Et évidemment, ça vient jusqu'à nos jours, puisque de nos jours, on découvre, on invente, si vous voulez, d'autres substances chimiques qui sont d'autres drogues, et que certains jeunes écrivains d'aujourd'hui en parlent dans des textes. Et curieusement, par exemple l'opium qui est la drogue reine finalement, parce que c'est celle qui a donné lieu à le plus de textes à travers le temps, en fait cette drogue qui a été en fait vraiment introduite par les Européens en Chine, n'est pas du tout une substance qu'absorbaient les Chinois depuis la nuit des temps. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on aurait tendance à penser, mais c'est pas le cas. Alors il y a des histoires comme ça, de la cocaïne. Alors il y a toujours une histoire finalement ou sacrée ou thérapeutique, puisque finalement les drogues sont toujours ou absorbées pour des rituels, des cérémonies, que ce soit les champignons hallucinogènes, les cactus mexicains, etc., qui donnera la mescaline par la suite. Il y a ou toujours un usage sacré, rituel, chamanique, l'iboga en Afrique, etc. Et souvent qui est aussi plus ou moins thérapeutique. Et puis toutes les drogues modernes, si je puis dire, l'héroïne, la cocaïne, la morphine, ont aussi au départ une base thérapeutique en fait. Donc il y a une histoire toujours médicale. Donc moi ce que j'ai voulu dans mon livre, c'est à la fois donner une anthologie de textes chronologiques sur toutes ces drogues, le classement est par drogue d'ailleurs, type de drogue, type de famille de drogue, les psychostimulants, les narcotiques, etc. Et chaque partie sur chaque drogue en fait est précédée d'un grand texte qui raconte toute l'histoire de cette drogue, à la fois qu'est-ce que c'est pour le lecteur, parce que souvent le lecteur ne sait pas exactement de quoi il s'agit, il a tendance à mettre toutes les drogues dans le même sac. Les gens qui ne sont pas très avertis sur les questions des drogues ont tendance à penser qu'elles sont toutes d'une forme de dangerosité similaire, alors qu'en fait pas du tout. Voilà, on peut prendre, il y a plusieurs entrées possibles. Si on s'intéresse à une drogue particulière, eh ben on va à la partie, je sais pas, héroïne par exemple. Et là on verra que aussi, ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert en travaillant, parce que c'est toujours ça aussi qui est passionnant, c'est de découvrir des choses en étudiant, c'est que certaines drogues donnent lieu à certains types de textes littéraires. Et certaines, voilà, exemple, l'héroïne donne presque toujours lieu, sauf 2-3 exceptions, à des récits de dépendance, d'addiction absolument un peu sordides, très très douloureux, où on voit que bon, les écrivains sont sous l'emprise du singe, comme disait Burroughs, etc. Ça, c'est l'héroïne. À part quelques-uns qui ont un usage festif et très hédoniste de l'héroïne, si vous voulez, en général, c'est plutôt des récits d'addiction. La morphine donne lieu à des journaux de morphinomanes tout à fait stupéfiants, que ce soit à la fin du 19e siècle ou plus tard, c'est-à-dire que les gens qui sont sous l'emprise de la morphine ont comme le besoin compulsif de noter jour après jour quelle dose ils prennent, ou pour constater leur progressive addiction, ou quand ils veulent se sevrer pour tenir le compte, si vous voulez, jour après jour de leur déprise de ce type de drogue.
L'opium donne souvent lieu à des poèmes, parce que l'opium c'est une drogue esthétique, c'est une drogue qui est liée à un imaginaire extrême-oriental tout à fait chatoyant. Il y a un rituel dans l'opium, c'est beau, il y a des instruments qui sont beaux, il y a des femmes qui passent avec des robes brodées, etc. Bon, si vous voulez, la fumerie d'opium, c'est une sorte de cliché, mais qui donne lieu souvent à du lyrisme, à de la poésie, davantage, pas du tout à des récits de déchéance, mais ça peut arriver aussi, il y a toujours des exceptions. Donc vous voyez, chaque drogue en fait donne lieu. Alors les psychostimulants finalement donnent lieu à des choses qui sont moins riches littérairement. Et en fait, moi, sans me prononcer, si vous voulez, ce que je voulais aussi, c'est que le lecteur se rende compte, en lisant les textes, et qu'on pose les textes sur table, si vous voulez, de voir quel type de drogue provoque les textes les plus intéressants. Alors évidemment, c'est lié au génie des écrivains, parce que si vous prenez, comme disait Baudelaire, si vous donnez du hashish à un marchand de bestiaux, il rêvera de bestiaux. Et si vous donnez du hashish à un grand esthète, quelqu'un qui a une vie intérieure prodigieuse, il aura des visions comme Baudelaire lui-même, ou comme, vous voyez. Donc ça permet quand même de voir quelle drogue suscite une grande richesse littéraire et celle qui suscite une répétition de clichés. Et évidemment que les psychostimulants, si vous voulez, sont des drogues qu'on prend plutôt pour écrire que des drogues à propos desquelles on écrit, oui. Et en fait, quand on écrit à leur propos, c'est pas très probant en fait, littérairement, c'est moins probant que d'autres, que le hashish, qui sont les grandes drogues de l'imagination, l'opium, ou alors après tous les protocoles d'expérience sur les drogues psychédéliques, qui elles, la plupart du temps, que ce soit la mescaline, ont donné lieu à des protocoles d'expérimentation, parce que la mescaline, on ne la trouve pas au coin de rue, si vous voulez, il n'y a pas de dealer de mescaline dans les rues. Donc la mescaline, c'est souvent donné dans un contexte médical, psychiatrique, et que ce soit Michaud, que ce soit Sartre, que ce soit Jean Paulhan, etc., ils ont pris de la mescaline et on fait des comptes rendus. Alors là aussi, les drogues psychédéliques donnent lieu à des comptes rendus de prise de substances tout à fait précis, certains types de textes. Par exemple, les écrivains américains qui avaient accès, si vous voulez, facilement au Mexique, par leurs frontières, ont pu facilement prendre du peyote, c'est-à-dire ce cactus mexicain dont l'alcaloïde est la mescaline, où ils ont pu aller, vous voyez, prendre des champignons, ce qu'on appelle des champignons mexicains, mais qui sont des champignons hallucinogènes typiques de cette région, plus facilement évidemment que les Européens devant se contenter peut-être parfois de champignons d'un autre type, qu'on peut trouver dans les bousses de vache, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est plutôt les Américains avaient plus facilement accès à tout ça que les Européens.